Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Neewer SL200W LED Cobb. C'est parti. Alors n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez un peu avoir des petites stories de tournage et tout, des petites coulisses, etc. etc. N'hésitez pas, c'est ici en bas, là, n'hésitez pas à vous abonner. Et là aujourd'hui, on va voir le Neewer SL200W. Alors j'avais fait sa petite sœur il y a à peu près un an, qui est juste ici, le SL60W. Depuis, je l'ai beaucoup utilisé sur des tournages et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie un projecteur, quand on fait une review d'un projecteur, eh bien, c'est de voir aussi dans le temps ce que ça dure, est-ce que ça résiste, est-ce que c'est solide, est-ce que ça tient ses promesses. En ce qui concerne le SL60, j'avais fait une petite vidéo par là, ici, où j'expliquais en gros brut de pomme ce que j'en pensais. Et là, aujourd'hui, au bout d'un an, je peux vous dire que pour l'avoir utilisé dans des conditions parfois un peu extrêmes, oui, ça tient ses promesses, oui, ça fait une bonne lumière. Du coup, je me suis empressé de vouloir utiliser le SL200W, qui est forcément plus gros. Voilà, ici on a le 60, ici on a le 200, il est beaucoup plus lourd, un peu plus lourd, et surtout beaucoup plus profond. C'est un projecteur qui est dans la gamme un peu plus allongée. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Cobb. Le Cobb, c'est un projecteur qui est arrivé là, il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, je sais plus, qui est arrivé à la mode, le principe vient de la photo. Il faut s'imaginer que beaucoup de choses proviennent de la photo, et notamment le principe de ce projecteur qui fait rappeler d'ailleurs à des flashs d'appareils photo de studio, où dessus on peut y mettre des accessoires comme des parapluies, comme des diffusions, des boîtes à lumière, etc. sous la monture non propriétaire, c'est ça qui est intéressant, de la marque Bowen. Donc c'est une monture un peu libre de droit qui monte à peu près sur beaucoup de flashs, etc. Et du coup, on s'est dit, enfin, en tout cas, quelqu'un s'est dit, tiens, si on faisait la même chose pour la vidéo, mais du coup, en lumière continue, avec de la LED. Et du coup, sont nés les Cobb, donc il y en a plein, il y a toutes plein de marques de très haute gamme, etc., de Cobb. Ici, on est plutôt sur de la gamme low cost, donc de la gamme pas chère. D'ailleurs, vous avez toutes les informations et descriptions des prix, etc., dans la description de cette vidéo. Et on remarque que le Cobb est un projecteur très intéressant, puisque en fait, sa particularité est exactement la même qu'on peut retrouver dans les studios photo, c'est-à-dire de la polyvalence. La polyvalence, on ne le dira jamais assez. C'est exactement la philosophie qu'on a dans les studios photo, c'est-à-dire plein de projecteurs à monture Bowen, et devant, on y met toutes sortes d'accessoires, que ce soit des accessoires pour rendre la source directionnelle, que ce soit des accessoires pour rendre la source large, sachant que nativement elle est ponctuelle, des accessoires pour mettre des boîtes à lumière rectangulaires, pour mettre des bols bottés, bref, une panoplie d'accessoires qui permettent de rendre ce projecteur à la fois identique et d'un côté d'une extrême polyvalence en termes de gamme de lumière, entre du ponctuel, du large, du directionnel, du omnidirectionnel, bref, plein de choses. Et c'est là que, évidemment, ça n'a pas empêché de titiller les vidéastes, de se dire, mais ça, c'est une bonne utilité pour l'audiovisuel quand on fait du reportage et qu'on ne veut pas se trimballer tout plein de tonnes de lumière et qu'on ne sait pas aussi dans quelles conditions exactement j'aurais besoin comme type ou type de projecteur. Du coup, je pars avec un projecteur unique et une polyvalence d'accessoires, car les accessoires sont toujours moins chers que les projecteurs, et c'est les accessoires qui vont changer le projecteur et non pas la tête de ce projecteur. Donc c'est ça qui est intéressant. Le Cobb, en fait, c'est tout simplement la partie de la LED qu'on voit ici qui est vraiment à nu. C'est-à-dire qu'on a vraiment un carré de LED. Alors, sur certaines marques, ça peut être un disque, d'autres, ça peut être un carré. Toujours est-il que plus cette surface est réduite, plus la source est ponctuelle, et plus on va avoir une grande polyvalence entre de la ponctualité et à la fois mettre des accessoires pour en faire une source large. Bref, les Cobb sont arrivés dans le marché.
On en retrouve des monochromes, comme cette gamme-là, c'est une gamme monochrome, mais on en trouve évidemment des bicolores. Et depuis peu, vous le devinez, on en trouve aussi bien sûr en RVB. Bref, le Cobb a son succès, aussi bien dans le corporate, dans l'instit, que bien évidemment sur des tournages professionnels, où on peut même aller jusqu'à les équiper d'une découpe et réellement voilà, d'avoir un projecteur sous forme de découpe très utile notamment pour éclairer. Moi, je l'ai utilisé sur le film, sur un film pour éclairer des fonds verts la nuit, dans des ambiances nuit, mais éloignées. Vous voyez, du coup, j'avais besoin d'une découpe pour juste éclairer le fond vert et pas le reste du décor à côté. Bref, plein d'accessoires là-dessus. Voilà, donc là, ici, on est sur le Neewer 200 watts, donc on est dans la gamme 200 watts, on est dans la gamme monochrome, c'est pas du bicolore. Donc évidemment, je réexplique l'avantage du monochrome, c'est que forcément, on sera toujours plus puissant que le bicolore parce que le Cobb ne se partage pas entre des LED à 3002 et des LED à 5006. Donc du coup, on a toujours une meilleure puissance en monochrome. L'avantage, je ne vous le cache pas, c'est que quitte à choisir dans le monochrome entre du 3002 et du 5006, le 5006 est tout de même beaucoup plus utile, puisque les CMOS sont calibrés en 5006, puisque généralement quand on fait des interviews, on va les faire soit avec un apport de lumière du jour par des fenêtres, dans ce cas-là on va se calibrer en 5006, soit il n'y a absolument pas d'apport de lumière du jour et on va tout de même travailler en 5006 si on ne doit pas se calquer à une lumière existentielle qui est présente dans le décor, qui serait dans la gamme du 3002. Alors maintenant le projecteur en lui-même de chez Neewer. Alors écoutez, moi je l'ai regardé, je l'ai même testé sur un tournage parce que, encore une fois, l'intérêt, c'est d'utiliser ce matériel dans des conditions de tournage et pas forcément des conditions de review parce que forcément, en review, on est toujours bien à l'aise pour les étudier, pas forcément s'apercevoir de leurs petits défauts. Là, je l'ai utilisé sur un tournage et j'ai relevé des qualités et des défauts. Alors, je vous propose de commencer direct par les défauts. Comme ça, on n'en parle plus, c'est acté et puis voilà, c'est fait. Le premier défaut, attention, il est bruyant. Il est bruyant, je vais vous l'allumer. Voilà. Attention, attention, il est bruyant. Alors, il est bruyant dans le sorte que, voilà, je suis dans une pièce là, je pourrais très bien me faire une interview ici. Et je me dis que ça, ce bruit, bon, pour du petit corporate vite fait, bien fait, ça passe. Pour de la fiction, alors l'ingénieur du son vous le renvoie dans la gueule, hein. Donc attention, il est bruyant, hein. Là, je l'ai coupé, mais vous entendez toujours sa ventilation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce projecteur-là, on va dire, allez, les trois quarts de la place, c'est de la ventilation, hein. C'est-à-dire que le Cobb, il est à peu près ici, là, à ce niveau-là. Et là, je vois par les systèmes d'aération de la ventilation jusqu'ici. Et là, une petite partie d'électronique. Tout ça, c'est de la ventilation, c'est-à-dire du radiateur avec un ventilateur qui tourne. Et je le trouve, vous l'entendez, attendez, bien mettre au micro. Voilà. Il est relativement bruyant. Donc ça, c'est son premier défaut. Après, si vous faites du clip, ou encore du corporate, voilà, où le son n'est pas forcément une grande importance, où voilà, ça peut se noyer, ce bruit, ça passe. Mais en fiction, j'aurais un peu du mal, hein. Donc ça, c'est son premier défaut. Deuxième défaut, c'est son accroche ici en Spigot 16. Cette accroche là, voilà, qui est un peu pour moi en plastoc. Alors j'avais déjà fait la remarque sur le petit qui est ici là. Pareil, je trouve que l'accroche, le Spigot femelle, toute cette accroche, ce système d'accroche est, disons, paraît fragile. Alors, vous voyez, pour le coup, je l'ai utilisé pas mal de fois en tournage, celui-là, bah, il n'a pas cassé. Donc, ça paraît fragile, mais ça reste résistant. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des pièces détachées, j'en sais rien, parce que après, c'est simplement vissé, hein, c'est pas soudé avec l'armature, donc ça peut être une pièce détachée. Mais voilà, ça me paraît fragile. Et je l'ai essayé avec une boîte à lumière devant assez imposante, du style, vous voyez les dômes là, les grands dômes qui sont assez profonds, donc du coup, le poids est assez déporté. Et bien même en serrant au maximum ici, eh bien le projecteur piquait du nez, quoi. Donc le serrage, le système de serrage, d'accroche, etc. est pour moi, bah, low cost. Voilà, il vaut son prix.
parce que voilà, il est trop, pour moi, à la côté, trop fragile, trop plastique et surtout pas assez résistant. Et le serrage n'est pas assez fort lorsqu'on y met des accessoires assez profonds comme un dôme. Voilà, ce genre de gros parapluie assez profond. Quand c'est un Octaplus où la profondeur, on va dire, fait ça, bah, ça va, il n'y a pas de déport de centre de gravité, donc le projecteur va pouvoir tenir. Mais avec un dôme, je l'ai essayé, c'est pas possible. Ça pique du nez automatiquement, même en serrage max. Donc vous ne pourrez pas forcément utiliser tous les accessoires. En tout cas, pas les accessoires qui ont une certaine profondeur. Voilà, ça, c'est les défauts. Et le dernier petit défaut, qui est minime, c'est le bouton ici, qui est en façade. Et la présentation de la façade, je le trouve un peu petit bouton, vous voyez le petit bouton là, un peu fragile, quoi. On a envie de, j'ai presque, il y a même un peu de jeu là, j'ai peur de le casser, quoi, en le tournant. Alors que, bizarrement, étrangement, c'est pas ce qu'on retrouve sur le petit 60 watts, où la présentation, l'écran est de meilleure qualité, et le bouton ici, on sent il est solide, quoi. Voilà, il tient le coup. Là, le petit bouton, il est un peu plastoc. Il fait un peu voilà, projecteur Kinder Surprise, quoi. Voilà, c'est en gros les trois défauts. Après, maintenant, on va passer dans les qualités. Donc, c'est un projecteur qui est déjà pas cher, hein, vous avez toutes les informations dans la description. L'avantage qui n'est pas négligeable, c'est tout de même, à part ça, ce système, le reste, c'est relativement robuste, quoi. C'est solide. C'est presque aussi solide qu'un projecteur de très haut de gamme. Voilà. La monture Bowen est évidemment toujours de mise, puisque c'est la monture non propriétaire de ce type de projecteur qui permet d'avoir une succession d'accessoires qui est compatible. Et l'avantage aussi pour un 200 watts. Alors, on l'avait sur un 60 watts, mais on l'a aussi en 200 watts. C'est que vous voyez, regardez, c'est con, mais ça simplifie la vie sur le tournage. C'est que ici, vous voyez, on a un Schuko et on est directement sur du 220 volts. Il n'y a pas de boîtier supplémentaire. Tout est incorporé dans le projecteur. Et ça, les amis, il faut vraiment être en tournage pour s'en rendre compte qu'on ne se fait pas chier à traîner un transfo, puis un ballast, puis une commande. Voilà, il y a zéro boîtier. Zéro boîtier. On branche directement la prise. Et en plus, le Schuko qui est livré avec, donc le cordon secteur, est d'une très très grande longueur. Voilà, on ne vous a pas filé 50 cm de câble, on vous a filé une belle longueur de telle sorte que vous pouvez presque, je dis bien presque, vous abstenir d'utiliser un prolong, c'est pour dire. Donc ils n'ont pas été radins sur la longueur du câble et il n'y a pas de boîtier, c'est on va dire plug and play, tu branches sur la prise, ça s'allume et basta. Voilà. Ah oui, petit défaut, tout petit défaut, il n'y a pas de DMX. J'ai pas vu d'entrée DMX. Il y a simplement une télécommande qui est livrée avec. Alors, si vous avez plusieurs Newear, ça marche très bien. Vous avez des télécommandes, vous pouvez les commander sous forme de groupe, etc. Mais vous ne pouvez pas les faire jouer dans la cour des grands avec du DMX. Voilà. En même temps, c'est pas totalement sa position parce que, encore une fois, la position de ce projecteur, c'est pour du corporate, c'est pour de l'instit. C'est pour des petites structures qui ont, vous voyez, comme moi, un 60, peut-être un 100 watts et un 200 watts. Et avec ça, quelques accessoires qui vous permettent de faire des interviews, voilà, avec de la lumière pas chère. Enfin, pour finir, très important sur la qualité de ce projecteur, parce qu'on en parle rarement, ou on a peut-être peu d'informations, c'est la qualité de la lumière. Ce que j'appelle, et que vous connaissez tous, l'IRC, indice rendu colorimétrique. Voilà, ça c'est important parce que bien évidemment, c'est ce qui en résulte, même si c'est plastoc, si c'est fragile, si c'est ceci, si c'est cela. La lumière, qualité de la lumière, c'est bien ce qu'on va bien voir avec une caméra. Et la qualité de la lumière est, on va dire, remarquable. Alors, comment je peux dire qu'elle est remarquable? Parce que j'ai pris le Spectromaster Sekonic C800, qui est un spectromètre qui permet donc de mesurer le spectre d'une lumière, mais pas que. Ça vous mesure aussi les IRC, ça vous mesure la température de couleur, ça mesure en fait toutes les informations de la lumière.
Alors, la première mesure que le spectromètre va nous donner, c'est la température de couleur. On est plus sur du 6000 Kelvin, 6089 Kelvin. Je l'ai mesuré donc à 100%. Donc, c'est pas 5600, c'est 6000. Donc, c'est quand même une lumière un peu froide. Mais c'est pas plus mal parce que vaut mieux, en termes de lumière du jour, qu'on soit un peu plus froid qu'un peu plus chaud. Parce que, vous savez, généralement, lorsqu'on est dans les lumières du jour, on est bien souvent dans la lumière du jour, et non pas la lumière du soleil en direct, hein. Donc, on est toujours sur des températures un peu plus froides. Donc là, on est à 6000 Kelvin. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Après, on va regarder tout ce qui est IRC, vous voyez, et c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, où on va avoir plein d'informations. En termes d'IRC, on est exactement comme la donnée technique que nous donne sur le site. On est à plus de 95, c'est vrai, on est à 95,7. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'IRC? C'est une mesure globale de 15 couleurs. Voilà, c'est les 15 couleurs, les 15 traits que vous voyez ici. Donc, je vais résumer. C'est un peu comme si on était dans une scolarité, hein, dans une école, et l'IRC serait la moyenne générale de l'année. Hein, imagine que j'ai une très bonne moyenne de 18, j'ai une moyenne de 18 sur 20 à l'année. Et en fait, on a eu cette année 15 contrôles. Voilà, 15 contrôles de maths, de français, d'anglais, de physique, etc. Et en fait, la moyenne générale, l'IRC, est la moyenne de ces 15 contrôles, comme ces 15 couleurs qui sont affichées. Mais attention, la moyenne parfois ne veut rien dire, puisqu'on peut très bien avoir de très bonnes notes et sur une couleur être très mauvais. C'est-à-dire s'être planté sur un contrôle. Et pour le coup, bien souvent, on vous annonce un IRC qui est propre, 90, 95, et en fin de compte, quand on regarde le détail des notes, des contrôles, de ces 15 couleurs, eh bien on s'aperçoit que par exemple le R9, qui est la couleur du rouge, primordial, très important pour les histoires de carnation. Parce que dans les visages, il y a du rouge, il y a des carnations. On appelle ça la carnation, la teinte, la texture que rend une peau, qui est parfois très difficile, qui est généralement la texture la plus difficile à étalonner. Parfois, si le R9 est bien en dessous, du genre 50, 60, vous pouvez avoir un très bon IRC, mais vous aurez un projecteur de merde. Parce que, et ça, j'en ai parlé sur des vidéos précédentes où on avait des premières générations de projecteurs professionnels, il y a 5-6 ans, qui avaient un très bon IRC et dont le R9 était catastrophique. On ne pouvait rien en faire alors qu'ils avaient des bons IRC. D'ailleurs, sur certaines données techniques de certains projecteurs, on vous donne carrément le R9, mais ce n'est pas dit à tout le monde parce que ça ne parle pas forcément. On est plus sur de l'IRC. Mais attention, n'hésitez pas à demander au constructeur la valeur du R9. Et là, pour le coup, le R9 est très très bon puisqu'il monte à plein nez. Il est à 93,6, le R9, la couleur du rouge. Ça veut dire, en gros, que ce projecteur est très bon en termes de rendu des couleurs, mais très bon au niveau des carnations pour faire de la beauté. Si vous voulez faire de l'insti, du corporate, genre des pommades, des machins, etc. C'est une lumière très propre, très belle, qui vous donnera aucune dérive colorimétrique, notamment sur les carnations. Et pour moi, c'est une qualité qui en fait de ce projecteur qui est vraiment pas cher, vraiment la qualité première. Voilà, ça et c'est tous ces petits avantages et les petits inconvénients que je trouve. Voilà, après il faut voir dans la durée. Mais moi j'ai été encore une fois agréablement surpris du SL60 qui est petit, qui a quand même pas mal de patates, hein, 60 watts en monochrome. Pas de boîtier, pas de ballast, tout est ici. On retrouve à peu près la même chose sur le 200. Bref, c'est un projecteur qui fonctionne, qui marche, qui a sa place dans les prods corporate, instit, vidéo, documentaire, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Toutes les informations sont dans la description. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, ou si même vous en possédez et que vous voulez rajouter des défauts ou des qualités, eh bien l'espace commentaire est ouvert pour vous les amis. Restez abonnés et puis à bientôt. Ciao.